Bonjour! Dans cet épisode, je vais vous parler de la différence entre la structure dramatique et la structure narrative. J'ai eu quelques échanges récemment qui me laissent penser que c'est pas très clair cette notion de structure narrative. C'est vrai que quand on écoute les conseils d'écriture, la grande majorité, probablement 99% des conseils d'écriture portent exclusivement soit sur le style, et on est sur des choses très générales sur le style, genre ne pas faire de répétition, ne pas utiliser d'adverbes, qui sont des choses très discutables, soit sur l'intrigue et la vision d'ensemble des événements de l'histoire. Donc la structure dramatique. La structure dramatique, c'est vraiment l'enchaînement des actions de l'histoire. Une histoire, c'est des personnages qui font des choses et des personnages qui vivent des choses, donc des actions et des situations. Pour construire une histoire cohérente, il faut s'assurer que l'enchaînement des différentes actions et des différentes situations raconte bien une suite cohérente, une suite vraisemblable, une suite dans laquelle on peut déceler une certaine logique. Il n'y a pas des sauts cognitifs trop importants, il y a bien une construction graduelle des enjeux, des émotions, etc. Ça, c'est l'objectif de la construction de l'histoire, l'objectif de la planification. On entend beaucoup parler de planification. Est-ce que je planifie mes histoires? Est-ce que je fais des plans? Pas de plans? Est-ce que je découvre au fil de la plume? Ça, c'est la partie visible de la discussion. Au fond, ce que veulent tous les auteurs, c'est que leur histoire, elle tienne la route, entre guillemets. Ce que veut dire tenir la route, c'est qu'effectivement, quand je mets A à côté de B à côté de C, ça coule de manière assez fluide. La structure dramatique, donc pour rappel, drama, ça vient du grec qui signifie action, ce sont des personnages qui font des choses. La structure dramatique, c'est la vision de tout en haut de l'histoire. C'est quand on se met au-dessus de la feuille, qu'on trace une ligne et on met sur cette ligne des petits curseurs à chaque fois qu'il y a un changement, à chaque fois qu'il y a une péripétie, à chaque fois qu'il y a une évolution dans l'intrigue ou à chaque fois qu'on veut noter une situation nouvelle. Cette vision d'en haut, elle ne nous permet pas de savoir comment je vais raconter. J'écris Bob va chercher du pain, Bob se fait renverser par une voiture, Bob est dans le coma, Bob se réveille du coma et il a perdu la mémoire, Bob enquête pour savoir qui il était. Ça ne me dit pas l'histoire. Ça me dit les grandes lignes de ce que je vais raconter. Ça ne me dit pas le récit, ça ne me dit pas la façon dont je vais le raconter. Ça ne me dit pas qui est ce personnage. Ça ne me dit pas comment ce personnage vit la situation. Ça ne me dit pas comment je vais montrer la façon dont ce personnage vit la situation. Ça, c'est la structure narrative qui me l'apporte. Donc la structure narrative, elle se situe généralement au niveau de la scène. La scène, c'est la plus petite unité dramatique, c'est là où il y a une unité d'action, on construit une action sur une durée limitée, généralement dans un lieu, en temps réel, et on déroule une action. C'est-à-dire qu'on la construit, on montre comment elle commence, on montre comment elle se développe de manière peut-être incertaine, avec des difficultés, des obstacles, et à la fin, on a fini cette action. Et on peut passer à l'action suivante. Donc quand je dis Bob va chercher le pain, où est-ce que je commence? Peut-être que je le commence, il est dans la boulangerie, et puis là il fait la queue, il y a quelqu'un qui est devant lui qui prend beaucoup de temps, ça le fait soupirer, il hésite à partir, finalement c'est son tour et il achète du pain. C'est pas une scène très intéressante, mais c'est tout simplement pour illustrer. Cet enchaînement de petites actions, c'est une scène parce que l'action qui domine, l'action qui unit toutes ces petites actions à l'intérieur, c'est Bob va acheter du pain. Ça c'est mon intention dramatique. Narrativement, maintenant, il faut que je sache qu'est-ce que je raconte. Comment est-ce que je raconte? Où est-ce que se passe vraiment la scène? À quoi ressemble cette boulangerie? Est-ce que c'est une petite boulangerie de quartier? Est-ce que c'est une grande boulangerie industrielle? Est-ce que ça sent le pain? Est-ce qu'il y a plein de viennoiseries super alléchantes? Est-ce que c'est aussi un pâtissier? Est-ce qu'ils font du café? Est-ce qu'il y a des sandwichs? Je vais essayer de me représenter le décor, parce que le décor va créer une ambiance. En fonction du décor que je vais choisir, je ne vais pas faire vivre et ressentir la même chose à mon lecteur. Selon que je suis dans un grand complexe industriel, peut-être très stérile, ou selon que je suis dans une petite boulangerie artisanale de quartier avec de la farine partout, la sensation va pas être la même. Il y aura une sensation peut-être plus chaleureuse d'un côté, peut-être plus froide de l'autre, je sais pas trop, peut-être plus de rush. Et donc tout ça, c'est des questions en fait. Le fait de ne pas savoir, c'est les questions auxquelles va répondre la structure narrative, à laquelle vont répondre mes décisions narratives. Chaque instant d'écriture, c'est un instant de décision, c'est un instant où je suis en train de choisir déjà quelle idée transmettre, comment la transmettre, sous quelle forme et avec quelle tonalité. La narration, c'est de la mise en scène. C'est des personnages qui sont des corps à l'intérieur de décors. Ce sont des corps qui interagissent avec des décors, ce sont des corps qui interagissent avec d'autres corps. Et on a cette notion de savoir comment on va créer ces interactions, comment on va créer les mouvements à l'intérieur du décor, comment on va faire bouger les personnages pour créer du sens, pour créer de l'émotion, pour créer de l'atmosphère. Donc ça veut dire qu'on va se poser la question pour chaque action, qu'est-ce que cette action raconte? Quel est le sens de l'action? Donc le sens, il est en première lecture et en sous-texte. Et aussi, quelle est la tonalité? La tonalité, c'est comment je veux que mon lecteur se sente en lisant.
Est-ce que je veux qu'il soit tendu? Est-ce que je veux qu'il soit détendu? Est-ce que je veux qu'il soit effrayé? Est-ce que je veux qu'il soit joyeux? Est-ce que je veux qu'il soit triste? Est-ce que je veux qu'il se dégage de la scène une impression mélancolique ou une impression au contraire très guillerette ou un truc entre les deux ou encore complètement autre chose? Ça, c'est la narration qui l'apporte. La narration, elle va se traduire dans les détails que je vais choisir de montrer. Elle va se traduire dans la manière dont les personnages vont se parler. Donc les dialogues, ça rentre aussi dans les décisions narratives. L'enchaînement des actions aussi. Est-ce que pendant que mon personnage il est en train d'attendre, il aide la personne devant lui ou est-ce qu'il est en train de regarder ailleurs? Est-ce qu'il est sur son téléphone ou est-ce qu'il est en train de se pourlécher les babines parce qu'il voit toutes les délicieuses pâtisseries qui sont en train d'être installées derrière la vitrine? Tout ça, ça sert à donner corps à l'histoire. Souvent, les auteurs, ils sont là, hyper accrochés à leurs idées, surtout quand ils débutent. Ils disent « Ouais, je veux pas qu'on me pique mes idées, il faut que je les protège. Comment je fais pour être sûr que personne va la prendre ?» Et puis quand quelqu'un sort un livre qui raconte la même histoire qu'eux, parce que les idées, elles sont dans la nature et qu'il y a assez peu d'histoires réellement originales, ils sont tout tendus, ils sont là en mode « Ah non, je voulais faire un livre sur ce sujet-là, maintenant je peux plus, etc. » Quand on est obsédé par l'idée, ce qu'on oublie de voir, c'est que ce qui fait vraiment la différence entre deux livres, c'est pas l'idée qui est portée par ce livre, c'est la manière dont la voix du livre permet à l'idée d'exister. C'est la forme que la voix du livre donne à l'idée. Je dis livre, mais ça vaut pour tous les médias. Quand vous travaillez sur la narration, vous êtes en fait en train de travailler sur exactement ça, sur la tonalité, la voix, la charge émotionnelle que vous allez donner à votre histoire. Donc, ce que veut dire structurer narrativement, ça veut dire qu'on va regarder déjà la cohérence dramatique de la scène. Et ensuite, une fois qu'on est sûr de la cohérence dramatique de la scène, c'est-à-dire qu'elle a sa place dans l'ensemble, mais aussi elle fonctionne comme un ensemble vraisemblable et cohérent en tant que tel, et ben on va regarder maintenant comment c'est intéressant pour construire une émotion, pour construire une atmosphère, de faire s'enchaîner les différents éléments, de faire interagir les différents éléments qui constituent la scène. Je parle de mise en scène parce que c'est exactement ce qu'on fait quand on est devant une scène de théâtre, avec des comédiens, avec des accessoires, avec des décors, et qu'on décide de l'agencement de tout ça. On a un texte, et ce texte, on va lui donner une lumière particulière. On va l'éclairer d'une façon particulière. On va le charger émotionnellement, sensoriellement, d'une façon particulière. Et cette façon de charger le texte, elle dépend des choix qu'on fait, de dire bah tiens, toi, comédien A, tu vas te mettre à tel endroit de la scène et puis le projecteur va t'éclairer sous tel angle et puis on va mettre à côté de toi tel élément de décor et tu vas porter dans ta main tel accessoire et tu vas faire telle action avec cet accessoire. Parce que tout ça, ça contribue à créer du sens et du sens non pas de la signification mais du sens dans l'acception de la texture. Ça va créer de la texture à la scène. Et on ne va pas simplement être face à un texte, on va être face à un texte qui est vécu et incarné. Si on doit employer un adjectif pour qualifier la mise en scène, pour qualifier le travail de narration, c'est vraiment incarné. Bien sûr, un substantif, c'est vraiment incarnation. Le travail qu'on fait, c'est de mettre en chair. On part de l'idée, on part du grand concept qui nous anime, on part de cette notion que Bob va chercher du pain, en sachant que Bob va tomber dans le coma, en sachant que Bob va devenir amnésique. Donc on va charger la scène d'anticipation. On va charger la scène peut-être, si on veut avoir un grand sentiment de perte, peut-être au moment où Bob se réveille du coma en ayant perdu la mémoire. On va charger la scène de quelque chose au contraire de très impliqué, de très doux, de très chaleureux, pour montrer que Bob il fait partie de sa communauté, qu'il connaît bien son boulanger, il connaît bien ses voisins, il connaît bien les gens du quartier, et qu'il est très intégré dans sa vie quotidienne, et que c'est une tragédie, qu'il ait perdu la mémoire, parce que du coup il se rappelle plus de personne, et ça enlève quelque chose de très fort. Ça peut être ça notre choix. Les choix narratifs sont évidemment dictés par la dramaturgie, par le sens global qu'on veut donner à notre histoire. Mais c'est au niveau de la scène que se joue l'attachement du lecteur au personnage, que se joue l'investissement du lecteur dans un univers, que se joue la texture, au-delà de la vraisemblance, la vérité du décor qu'on met en place. Et je parle de décor là au sens très large, pas simplement le décor de la scène, mais tout l'univers de l'histoire. Donc la structure narrative, parce que souvent quand je parle de narration, les gens entendent est-ce que je raconte à la première ou à la troisième personne? Ça, je l'ai déjà évoqué quand j'ai parlé du point de vue narratif. Est-ce que je fais présent ou passé? Ça, ce sont des questions qui sont des questions stylistiques qui sont très très secondaires et qui n'ont pas un impact aussi fort que tout ce que je viens d'évoquer ici, c'est-à-dire comment j'utilise mes accessoires, comment j'utilise mes décors, comment j'utilise les corps de mes personnages, comment je fais évoluer tout cet ensemble-là de manière à créer de la texture, de manière à créer du sens, de manière à créer de la sensorialité dans mon histoire, pour pouvoir raconter quelque chose qui soit non seulement intéressant, non seulement cohérent et vraisemblable, mais surtout touchant, prenant et impliquant pour le lecteur. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Ciao!